Un jour, un directeur général devant une assemblée de 5 hommes te dit « Alex, tu poses toujours des questions connes ». Et toi, tu lui réponds « Alors, fais-moi une réponse conne ». Et après, tu m'as dit « Je suis sorti et j'ai acheté une paire de chaussures ». Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire que je ne comprends pas nécessairement. Donc, j'ai été acheter ma paire de chaussures. C'était quoi comme paire de chaussures? Alors, si, je peux te dire, elles étaient en vernis rouge. Et j'étais super contente. Je suis rentrée au bureau et j'ai retrouvé un des collaborateurs qui était dans cette réunion. Et il m'a dit « Ça va ?» Et je lui ai dit « Oui, j'ai été m'acheter une paire de chaussures. » Et il m'a dit « Surtout, fais une note de frais. » Le philosophe français Albert Schweitzer a dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » Et je pense que cette citation résume parfaitement l'épisode d'aujourd'hui en compagnie d'Alexandrine Devalois, dont la vie personnelle n'a pas toujours été la plus facile, et pourtant elle est aujourd'hui dirigeante d'une entreprise qui fait près de 5 milliards d'euros par an. Bienvenue dans Spirelle. Bonjour, je m'appelle Alexandrine, je suis membre du comité exécutif et directrice adjointe de l'entreprise MGN. Alors en Chine, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a une femme robot qui est pilotée par une intelligence artificielle et qui est devenue PDG d'une entreprise de plusieurs milliers d'employés. Tu crois que ça serait possible, toi, que l'intelligence artificielle remplace ton métier? Moi, je plains l'entreprise qui a une femme ou un homme robot avec une intelligence artificielle. Je pense vraiment qu'en fait, le PDG, le DG d'une entreprise, c'est plus comme autrefois. Okay. Tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir... ça doit être quelqu'un qui a de l'intuition. On est dans un monde tellement incertain qu'un PDG, finalement, il doit avoir de l'intuition. Il doit essayer de définir un cap, une espèce d'orientation pour son entreprise. Et parce que du coup, toi, par rapport à ton métier, déjà, tu fais quoi exactement? Et ensuite, est-ce que tu penses que ton métier pourrait être remplacé par une intelligence artificielle? Mon métier ne pourrait pas être remplacé par une intelligence artificielle. Parce que tu fais quoi, toi, au quotidien? Je définis un cap, justement, pour l'entreprise, en me disant, bah voilà, avec les évolutions, on doit aller vers ça. Et puis, en fait, un de mes gros boulots, bah, c'est d'emmener mes équipes, c'est de les soutenir, de leur donner envie, de les coacher, de les aider. Et en fait, une intelligence artificielle, elle ne peut pas faire ça. D'accord, parce qu'en mode, il y a vraiment trop d'humains au quotidien dans ce que tu fais. Tu es obligé d'avoir ce contact humain dans ce que tu fais. Et d'ailleurs, pour moi, le contact humain est super important. Et tu vois, même le télétravail, ça a été un peu compliqué. Tu vois. Et je pense que moi j'ai besoin de voir les équipes. On a besoin de se retrouver. Alors, ouais, le télétravail, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus fans du télétravail. Ouais, il y a des gens qui sont devenus fans. Et d'ailleurs, au bureau, on a beaucoup de gens. Moi, j'ai du mal à les faire revenir. Donc, j'essaie régulièrement de faire des trucs aussi un peu sympas, des after-work, etc., pour redonner justement de l'envie d'être ensemble. Ok. Et donc, avant, toi, d'être dirigeante une des dirigeantes de cette entreprise-là, tu faisais quoi en mode, tu n'arrives pas du jour au lendemain à dirigeante de cette entreprise? Ça a été quoi un petit peu ton parcours au fur et à mesure? Alors, j'ai fait plein de choses. Okay. J'ai commencé par faire des études plutôt scientifiques. Rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et je suis actuaire, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ce sont les gens qui font des calculs de risque et de la finance. C'est quelqu'un qui fait des mathématiques, des statistiques et de la finance. Son objectif en assurance, c'est de calculer, de faire des calculs, et il calcule finalement le montant que tu devrais payer pour que, avec la probabilité que tu as, par exemple, tu assures ta maison. En fait, on va te faire payer une cotisation, et cette cotisation, c'est le montant, par exemple, des dégâts des eaux que tu pourrais avoir, que multiplie la probabilité que tu as d'avoir un dégât des eaux. Donc en fait, c'est vraiment du calcul de risque. Donc c'est du calcul de risque, parce que finalement, en assurance, il y a un truc un peu compliqué, c'est que tu payes une cotisation, et le risque, il peut venir après, et il n'est pas sûr d'arriver. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on calcule. Donc l'actuaire, il fait des stats, des calculs. Très bien. Donc avant, tu étais dans l'assurance? Alors je suis tombée bébé dans l'assurance, on va dire. J'ai toujours fait l'assurance. T'as toujours été assurée. Je suis sortie de l'école, je suis rentrée dans l'assurance. Voilà. Et c'était pas un monde que je connaissais du tout. Ma famille, mon père était avocat, donc je connaissais pas du tout. Mais j'aimais bien la matière que je trouvais intellectuellement hyper intéressante. D'accord. Et donc je suis rentrée dans l'assurance et au début j'assurais, je fais de l'assurance construction. D'accord. J'ai assuré la Grande Arche de la Défense. Voilà. Et ben en fait, très vite, ça m'a saoulée. Parce que très vite, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très loin de mes préoccupations. Ok, c'était quoi tes préoccupations à ce moment-là? J'avais envie d'avoir quelque chose qui... tu vois, sociétal, quelque chose qui était important pour tout le monde. Et j'ai changé, je suis passée dans l'assurance, on va dire, ce qu'on appelle la protection sociale, c'est l'assurance santé, la prévoyance.
Et là, ça me parlait beaucoup plus parce que finalement, on a tous besoin de ça. On a tous besoin d'aller se faire soigner, d'avoir un accès aux soins. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, du coup, je me dis, quand tu es dirigeante, tu travailles beaucoup. C'est quoi à peu près tes horaires au quotidien? Tu travailles toute la semaine? Est-ce que tu travailles même le week-end? Tu travailles pas le week-end? T'as fait non, jamais le week-end? Jamais le week-end. Ok. Par contre, la semaine, tu fais des heures. Okay. Ouais, tu dirais que tu travailles combien d'heures par jour ou par semaine? En fait, c'est super dur à calculer parce que... je sais pas, ça peut être de 8h à 21h, 22h. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toujours un peu en permanence à penser au boulot, à répondre, même si je suis rentrée chez moi, etc. Parce que même quand tu rentres chez toi, tu... continues de penser boulot. Moi, je te dis, un des problèmes que j'ai, c'est que tu as des conseils. Parfois, je vais m'endormir le soir. Je pense au travail, ça m'empêche de dormir le soir. Moi, ça me fait ça. Moi, j'ai pas tant que ça. D'abord, un truc, c'est que je ne fais aucun mail, je regarde pas mon téléphone 1h30, 2h avant de me coucher. Ok, ça, premier conseil pour bien dormir le soir, arrêtez de penser au travail. Prendre un bouquin qui n'a rien à voir avec... Ok, deuxième conseil, je prends des notes. Voilà, avec le boulot. Après, moi, ce que je trouve super dans cette histoire de télétravail, c'est que finalement, on peut travailler n'importe où. Ouais. Donc, c'est vrai que la séparation vie pro, vie personnelle, elle est plus complexe, mais en même temps, ça te permet de faire plein de trucs, quoi. Ouais, c'est vrai. Très franchement, tu peux rentrer plus tôt chez toi, gérer un ou deux trucs à la maison et en même temps répondre à 3 mails, etc. Ok, et donc du coup, ça fait que tu dirais que tu fais quoi, du 10-12 heures 10-12 heures par jour. Du lundi au vendredi. Et après, dès le vendredi soir. Mais le week-end, rien. Le vendredi soir, plus rien. Et quand tu es en vacances rien non plus, ou parfois il y a un peu des... Non, ça dépend des vacances. Les vacances de l'été, je fais jamais rien. Ok. Les vacances dans l'hiver, je bosse toujours un petit peu. Ok. Mais ça me dérange pas. Comment tu sais quand dire stop à laisser le travail, entre guillemets, envahir toute ta vie? Alors en fait, je le sens. Quand je commence à être un peu nerveuse, puis alors ma famille me le dit, là je me dis waouh, là t'as été trop loin, faut arrêter. Moindre remarque, pas de famille, ça part. Pof, je me dis ok, j'arrête, c'est bon. Et ça m'arrive même de me dire bon allez, là je prends 2 jours, je me mets off. Non, alors je ne sais pas à quel point tu es nerveuse, mais tu m'avais raconté cette anecdote. Un jour, un directeur général devant une assemblée de 5 hommes te dit « Alex, tu poses toujours des questions connes ». Et toi, tu lui réponds « Alors, fais-moi une réponse conne ». Et après, tu m'as dit « Je suis sorti et j'ai acheté une paire de chaussures ». Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire que je ne comprends pas nécessairement, notamment... Quel est le réflexe de sortir après une conversation comme ça? Et la première chose que tu fais, c'est acheter une paire de chaussures. Alors après, je suis pas sortie comme ça. La réunion, c'est terminé. tu sors, tu vas t'acheter un Starbucks. Si tu vas au cinéma, super, je me sens mieux. J'étais un peu stressée quand même. Pour déstresser, t'achètes des paires de chaussures. Ouais. Et ce que je t'ai pas raconté, c'est que donc j'ai été acheter ma paire de chaussures. C'était quoi comme paire de chaussures? Alors si, je peux te dire, elles étaient en vernis rouge, à talons. Aïe, 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 ça se fait plaisir. Et j'étais super contente. Je suis rentrée au bureau et j'ai retrouvé un des collaborateurs qui était dans cette réunion. Et il m'a dit ça va et tout, parce qu'il n'était pas très bien de voir. Il avait vu que ça avait été un peu... Et je lui ai dit oui, j'ai été m'acheter une paire de chaussures. Et il m'a dit surtout fais une note de frais. Pas mal, pas mal. Mais ça m'est passé le fait d'acheter des chaussures quand je suis énervée. Ok. Parce qu'à un moment donné, tu n'avais plus de place pour toutes les chaussures. Voilà. Tu t'es dit, ok, deux possibilités. Soit j'arrête de m'énerver, soit j'arrête d'acheter des chaussures. Ok. Et du coup, tu penses que c'est quoi pour toi la clé du succès? Moi, je dirais qu'il y en a quand même pas mal. Je vais essayer de... La première chose, je pense, c'est de faire. Alors, quand je dis faire, c'est pas avoir peur de tester, ce qu'on appelle le test and learn. Faut pas réfléchir pendant 2 ans. Faut se lancer, il faut y aller. Il vaut mieux une action imparfaite, mais une action que passer toute sa vie à essayer de trouver le truc parfait. Et puis de réfléchir trop avant de se lancer. Moi, je pense qu'il faut y aller, il faut se lancer. Et puis, par contre, il faut apprendre. Voilà, faut accepter qu'on te dise bah ça va pas, etc. Le deuxième, moi je pense qu'il faut être vrai, faut être soi-même, faut être vrai, et il faut accepter de dire j'y arrive pas en fait là. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'y arrive pas, ou dire ce qu'on pense. Alors parfois il y a manière et manière de le dire. Être vrai aussi, c'est pas cacher des choses, c'est pas mettre sous le tapis parce que en fait quand on met sous le tapis, ça ressort toujours à un moment. Je dirais que le troisième clé de succès, c'est d'être curieux. Moi je suis très curieuse. En tout cas c'est ce qui m'a fait avoir envie de comprendre. De grandir, de découvrir. Et puis, il faut de l'humour, en fait. Il faut être sérieux dans le boulot, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Trop sérieux. Ouais, non.
Ok. Et tu penses dans quelle mesure est-ce que il faut quand même sortir de sa zone de confort et se pousser? Parce que moi, je me dis, les gens qui sont en mode « Oh, bon bah, je suis bien comme ça, je fais juste le minimum pour que ça passe », pour moi, non, à un moment donné, tu dois quand même sortir de ta zone de confort parce que je considère que la récompense est à la hauteur du sacrifice. C'est exactement ça. Moi, je pense que si tu sors pas de ta zone de confort, en fait, t'es pas agile. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être en agilité. Et en fait, tu vas pas évoluer. En fait, ouais, tu feras toujours le même job. Puis à un moment, tu vas finir par t'ennuyer et devenir un peu aigri. Donc ouais, je pense qu'il faut oser, en fait. Faut oser se planter. Ouais, c'est ça. Et tu penses que du coup, chez toi, tu as eu beaucoup de chance pour arriver là où tu en es? Tu penses juste que t'es la femme la plus forte du monde? Non, et que, je suis absolument pas la femme la plus forte. C'est quoi le ratio entre infaillibilité et chance que tu dirais que tu as eu dans ton parcours? En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais que la chance, je l'ai provoquée. Je me sens absolument pas infaillible. Mais je me dis que finalement, parce que j'ai testé, parce que y a des choses qui m'ont intéressée, que j'ai essayé, etc. En fait, j'ai toujours eu des opportunités qui ont fait que, voilà, que je suis passée de métier en métier. Voilà, je suis passée d'actuaire. Aujourd'hui, je m'occupe du digital, de la data, du commercial. Comment tu as fait d'ailleurs cette transition? Parce que tu m'as dit, du coup, tu t'embêtais, c'était plus ce que tu voulais faire. Ah oui. Comment tu arrives quand même à faire cette transition en termes de compétences? Comment les gens te font confiance pour te recruter? Comment tu fais tout ça? Alors, je fais mon actuariat là, sur la construction et je m'ennuie à mourir. Et on est dans les années 2001. Et là, il y a une start-up de l'époque, si on veut dire, qui était un petit cabinet de conseil qui me chasse. On était 6 quand je suis arrivée. Je suis partie 8 ans après, je pense qu'on était une trentaine. Wow. Et là, on développe à la fois du conseil, à la fois des outils web. Et moi, je découvre. Hein. Et pareil, je me lance, je teste, etc. Donc tu passes comme ça de petite boîte en petite boîte Alors je passe là, c'est vraiment une petite boîte, on devient 30 à peu près. Qui est quand même plus gros. Ouais. Et puis là, je me dis, ouais, mais c'est quoi mon vrai métier? Et je pars chez un de mes clients. Ok. Qui est une institution de prévoyance. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive dans une grosse boîte, hyper vieillotte. Et là, je me dis, je vais pas tenir. Je vais vraiment pas tenir. Qui fait qu'au bout de 3 mois, je démissionne. Ok, pourquoi c'était vieillot, les gens faisaient... C'était très administratif. C'était, je sais pas, on était quoi? C'était peut-être une boîte de 2000 personnes. Okay. Donc je passais de 30 à 2000. Moi, je me souviens qu'on avait des BlackBerry à l'époque. Quand je faisais du conseil, là, j'arrive, c'est juste si on n'était pas encore avec les agendas papier. Ah oui. On était en 2007, tu vois. Ok. Et je me dis, bon, allez, je vais repartir. Parce qu'en plus, du coup, finalement, ce truc-là, d'avoir une grosse structure comme ça, c'est finalement assez proche de ce que tu fais. Ah maintenant, ouais. Mais à l'époque, je crois que ça je me disais, il faut que je change de métier, il faut que j'ai un vrai métier. Alors que j'en avais un vrai dans cette petite entreprise. Et peut-être que ça me rassurait. Je me suis dit, je vais aller dans une grosse boîte, ça va me rassurer. Sauf qu'au début, je me suis dit, ça va être... Voilà. Et tu penses que du coup, c'est important de faire confiance comme ça à son instinct quand tu dis, C'était exactement, bon c'était un instinct. Et en fait, pour moi, c'est même majeur de faire confiance à son instinct. Parce que donc, j'y vais. Parce que la logique te dirait, bon bah du coup t'es dans cette grande boîte, techniquement c'est entre guillemets un vrai métier que tu voulais faire, la logique fait que tu te dis, bon bah ok, même si je me sens pas forcément bien, ça reste un bon environnement pour moi, en principe. Mais ton instinct disait le contraire. Mon instinct disait, il faut que tu ailles dans une grosse boîte, j'arrive dans cette grosse boîte, okay. Et là mon instinct me dit, non, mais là tu t'es planté en fait, ça va pas, c'est trop différent de ce que t'aimes faire. Donc tu t'en vas de là. Non, alors je m'en vais pas, c'est ça. C'est que je devais repartir faire du conseil. Et là, le directeur général de cette boîte comprend que je veux partir. Et c'est là où je pense que j'ai eu la chance, mais je l'ai provoqué. Et me dit, écoute Alexandrine, on est en train de fusionner avec une autre entreprise. Finalement, est-ce que ça te dit d'aller travailler sur la fusion? Et là, je me dis, ouais, en fait, c'est ça ce que je veux. Je vais rester dans une grosse boîte, mais je vais faire un truc où il faut tout imaginer, il faut tout inventer. Alors, je n'étais pas à la tête de ce sujet-là, mais je participais, j'étais dans une équipe qui allait définir un peu la stratégie de la nouvelle entreprise. Et c'est comme ça que j'arrive dans cette fusion avec Guillaume Sarkozy. Ok, la boucle est bouclée. Intéressant. Donc, tu es dirigeante au sein d'une entreprise qui compte au total combien?
2500, 10 000 salariés. 10 000 salariés, Ok, ouais. donc tu es dirigeant dans une entreprise qui a 10 000 salariés. Le total bilan combiné, j'ai regardé, c'est presque 5 milliards d'euros par an. Au tout début, tu m'as dit que tu étais la seule femme au comité exécutif de cette entreprise. Comment tu gères ça? Comment en termes de responsabilité? Et aujourd'hui aussi, qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Alors effectivement, quand je suis arrivée, à un moment, j'étais la seule femme. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été chouchoutée par les hommes. Ok. Voilà. Ce qui n'était pas le cas dans l'entreprise précédente où on était très peu de femmes au comité exécutif. Et là, c'était très difficile. Ok. Aujourd'hui, on a d'autres femmes qui sont arrivées. Alors moi, qu'est-ce que je fais au sein de la MGN? Déjà, l'intitulé de ton poste, c'est quoi? Je suis directrice adjointe en charge de la distribution, du marketing, du digital et de la data. D'accord. Donc, la distribution, c'est quoi? Eh ben, la distribution, c'est des agences. Ok. Donc en fait, je gère un ensemble d'agences. On a 130 agences, partout en France, dans les Drom, en Polynésie. On en a même une à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok. Et donc dans ces agences, qu'est-ce qu'on fait? On donne des conseils aux assurés, on vend des produits d'assurance. Donc ça, c'est la partie développement. La partie marketing, en fait, on invente à la fois les produits d'assurance, mais tous les services aussi qu'on va mettre dans un produit d'assurance pour accompagner la personne. Ça peut être de la téléconsultation, ça peut être un coach santé, ça peut être plein de choses comme ça. Et toi, donc concrètement, au sein de tout ça, toi, tu gères l'équipe? Donc moi, je gère l'équipe. Ok. Ils sont dans mon équipe, je dois à peu près 2000 personnes. D'accord. Et toi, du coup, tu diriges l'entièreté des équipes? Moi, je dirige les équipes, mais j'ai des directeurs qui font ça pour moi. Ouais. Moi, je pense qu'au sein du comité exécutif, je suis plutôt à essayer de donner une orientation vers quoi l'entreprise doit aller pour se développer. Ok. Donc pour faire un peu plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'il faut continuer à avoir des agences, qu'il faut arrêter les agences, qu'il faut ouvrir des nouvelles lignes de produits, des nouvelles cibles. D'accord, donc en vrai, c'est toi qui décides de ça, si une agence ou si on veut moi je développer décide tout et ce j'amène truc-là. ça au comité exécutif et souvent on prend la décision ensemble. Ok. Voilà. Et puis une fois que la décision est prise, moi je manage, je coach les équipes pour qu'on mette en œuvre les décisions qui sont prises. Et donc, tu es quand même du coup très bien placé, tu es quand même en haut de l'entreprise. Pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas parler salaire, mais est-ce que tu vis bien du coup de ce que tu fais? Est-ce que tu es satisfaite de... Alors moi je suis très satisfaite. J'ai un salaire qui je pense est à la hauteur de ce que je fais et qui me permet effectivement de bien vivre, de pouvoir emmener mes enfants à faire de beaux voyages. Ok. Et d'ailleurs, on a une petite surprise pour toi. Je crois que tu m'as dit que tu aimais bien le Moscow Mule. Donc, sans alcool, à préciser. Ah oui, tu me rassures. Oui, parce que de toute façon, il est un peu tôt quand même. Il est un peu tôt, et en plus de ça, on fait attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et je profite de cette petite pause, juste avant qu'on coupe, pour vous dire, n'oubliez pas de nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, YouTube, Spotify. Vous pouvez écouter le podcast et les extraits absolument partout. Donc là, on a reçu nos petits Moscow Mule. À chaque fois, vraiment, la production se dépasse, on peut trinquer. Encore une fois, c'est sans alcool. Donc, tu vas me dire ce que tu en penses. Je crois que généralement, ils mettent des trucs qui doivent rappeler un peu, mais c'est pas... Si. Non, il est très bien. Ouais. Ah, il est très bon. Honnêtement, je pense que c'est le plus réussi, ou du moins le plus proche d'un vrai de ce qu'on a eu depuis le début. Ah non, il est très bien. D'ailleurs, tu sais ce qu'il y a comme composants dans le Moscow Mule? Ils sont frais en plus. Toi, t'es experte de Moscow Mule. T'as carrément des verres exprès Moscow Mule. J'ai des verres exprès qu'on m'a rapportés des États-Unis et qui sont plus droits. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Normalement, c'est de la vodka. Avec quoi? Avec du ginger beer. Ginger beer. C'est quelque chose d'un peu fort, avec un peu de fraîcheur. Là, on a un peu de citron. Et il y a du citron. Trop bien. Il y a du citron. Ok, moi, et du citron, c'est tout. Ce que j'aime bien, c'est vraiment du coup cette composition avec un peu force, fraîcheur, un peu audace, clarté. Et je me dis, c'est extrêmement lié, toi, à ce que tu fais, d'avoir un peu cette audace en tant que femme, d'arriver parfois dans un milieu d'hommes. Comment tu fais pour gérer ça, pour t'imposer? Est-ce que tu as déjà senti qu'on voulait te rabaisser? Est-ce que tu as déjà vu la discrimination, subi de la discrimination? Ou comment tu fais tout simplement en tant que femme pour t'imposer dans un milieu d'hommes? Plusieurs choses. D'abord, je pense que quand j'arrive, j'essaye toujours d'être assez professionnelle. D'accord. Et assez directe. Voilà. Okay. Quand je disais faut être vrai, moi je dis vraiment les choses. Parfois je peux être un peu trop directe. J'ai appris à mettre un peu d'eau dans mon vin. Mais je pense que ça m'a permis vraiment de m'imposer à la fois par mon professionnalisme
mais par le fait que finalement, je suis assez directe. Après, il y a des petits trucs aussi. Je suis toute petite et par exemple, je ne pouvais pas m'imposer si j'ai pas des talons. D'accord. Attends, c'est marrant, tu me disais que tu étais toute petite, mais je sais pas, quand je t'ai vu tout à l'heure, tu me paraissais pas si petite. Bah, je suis petite. Ok, d'accord. Est-ce que c'est parce que tu as des talons? Alors, j'ai des talons. Ok. Mais ils sont pas hyper grands non plus. Pendant longtemps, je mettais des talons beaucoup plus hauts. Quand tu achetais des paires de chaussures, ouais, chaque voilà, fois, tu c'est t'énerves. toujours avec des hauts talons. Et c'était important pour moi d'arriver avec des talons pour avoir l'impression d'avoir une certaine présence que je n'ai pas quand je suis en tennis. Tu as une citation qui représente un peu ta philosophie de vie. Alors, je me suis pas mal posé cette question-là. Attends, j'en ai une, mais je l'ai notée. Ah, super. En fait, depuis quelque temps, ma philosophie de vie, c'est beaucoup être dans le présent. Ok. Et donc, j'en ai une qui est « Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. » Je pense que pas mal d'événements de ma vie ont fait que j'ai appris à rester dans le moment présent et à prendre du plaisir à être dans le moment présent. Ok, et tu penses que ça serait une clé du succès pour toi? Ouais, je pense que c'est une clé de vie, c'est une clé de fonctionnement, c'est arrêter de penser à tout ce qui s'est mal passé ou bien dans le passé, arrêter de vouloir toujours se projeter. Et dans sa carrière, je trouve trop vouloir se projeter, ça sert à rien en fait. Restons dans le moment présent, puis on attrape des opportunités. Voilà, exactement. Ok, et c'est marrant, ça me permet de transitionner un peu, on a pas mal parlé de l'aspect professionnel, on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus personnel. C'est quoi toi ton plus grand rêve? Alors déjà moi, je vais te donner mon plus grand rêve. J'ai un peu noté, j'ai pris quelques notes moi aussi sur mon plus grand rêve. C'est de faire une photo sur Instagram, tu vois, où je suis là sur un cheval, je tiens les rênes du cheval, j'ai au poignet une montre, on voit la couronne sur la montre, soit j'ai un costume 3 pièces en mode Peaky Blinders, ou alors comme Arnold Schwarzenegger avec un cigare à la bouche. Voilà, je pense que c'est à peu près ça mon rêve. C'est quoi toi ton plus grand rêve? Alors moi mon rêve, il est beaucoup plus terre à terre. Okay. Est-ce que c'est mon grand rêve? En fait, moi j'ai jamais fait le tour du monde. Ok. Finalement, j'ai fait mes études, je me suis mariée très jeune. Tu t'es mariée à quel âge? 24 ans. Ok, et t'as eu des enfants? Et j'ai eu mes enfants assez vite. Okay. Et donc là, en fait, je rêve qu'une chose, c'est de partir faire le tour du monde. D'ici, tu vois, 1 ou 2 ans, de me dire, allez, peut-être 2 ans, je prends une année sabbatique et je pars faire le tour du monde. Et tu veux le faire comment? Ton tour du monde en voiture, en bateau, en avion, tout ce que tu veux? Bah, en voiture, ça va être un peu dur quand même. Pas trop en avion. Je fais attention à mon bilan carbone, mais il faudra bien le prendre un peu. Et puis ouais, un peu justement pour rester... c'est une idée d'un tour du monde, mais tu passes du temps avec les gens, quoi. Et tu m'as dit aussi, t'es quelqu'un de cash, voilà, tu te barres, t'achètes des paires de chaussures, tu fais des trucs comme ça. C'est quoi ta mentalité pour aborder ça? Il y a plein de gens, que tu sois femme ou homme, on a peur, on veut pas blesser les autres, on n'a pas envie de ne pas être aimé. C'est quoi ta mentalité pour aborder ça? À quel moment tu dis, bon, bah, je dis ce que je pense et puis adviendra que pourra, quoi? En fait, j'ai pas toujours été comme ça, je crois. Ok. Tu penses que c'est quelque chose que tu as appris plus que c'est inné? C'est intéressant, ça. Et j'ai appris notamment après ma séparation, je crois. Okay. Après mon divorce. De se dire, finalement, il faut que je croie en moi, il faut que je sois moi, vrai. Et puis si les gens m'aiment pas, bah, j'irai voir d'autres. Tant pis, c'est en mode, tant pis, j'en aurai d'autres. Tu dis ce que tu penses, ton avis ne me regarde pas vraiment. Si tu veux me juger, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et résultat, mes amis sont des gens qui sont très vrais. Et donc, voilà, avec qui je peux vraiment partager. Et c'est intéressant, tu viens de me dire que tu as eu ta séparation, on en a pas mal parlé. Le père de tes enfants n'était pas super présent. Déjà, comment tu gères d'avoir des enfants? Tu as 2 enfants? J'ai 2 enfants. Comment tu gères un boulot qui prend du temps? Comment est-ce que tu gères d'élever ces enfants seuls? Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors bon, maintenant ils ont 20 et 24 ans, donc c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Ils commencent à sortir du nid. Ils commencent à sortir du nid, même si autant ma fille me ressemble beaucoup, mon fils est complètement à l'opposé. Il en faut un. Voilà, il en faut un, donc j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup appris avec lui. Après, comment j'ai fait? Je crois que je me suis pas trop posé de questions, en fait. C'est vrai que leur père est parti, il s'en est très peu occupé. Et en fait, il fallait que je fasse les deux. Donc oui, j'ai pas été à toutes les réunions, les spectacles. Et je me suis dit que je faisais ce que je pouvais. Et j'ai fait le max. Et je crois que mes enfants, ils m'en veulent pas du tout. Et même, en fait, je pense qu'ils ont assez aimé de ne pas avoir souvent maman à la maison. C'était quand même beaucoup plus facile. Et avec le télétravail, pour mon fils, ça a été dur de me voir revenir à la maison. Carrément, on est à ce stade-là. Et parce que du coup, tu es dans cette étape où, effectivement, tu es déjà maman.
Est-ce qu'il y a des choses que tu veux reproduire de l'éducation que tu as reçue, toi, de tes parents? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas garder ou que tu as fait exprès de changer? Ou tu te dis, je veux faire ça différemment? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des parents qui étaient super aimants. D'accord. Et qui étaient très accueillants. Il y avait toujours plein de monde à la maison. Je pouvais venir avec des copains, dîner, déjeuner, cool, etc. Par contre, ils étaient assez stricts. Et dans les études, c'était quand même... Il fallait un peu filer droit et faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Pas très tolérant. Alors, c'est peut-être aussi une génération. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai reproduit, c'est que il y a toujours plein de monde à la maison. C'est très accueillant. Parfois, c'est même un peu fatigant. mais c'est ce que j'aime. Ouais. Et mes enfants sont comme ça, surtout mon fils. Par contre, j'ai essayé d'être beaucoup plus tolérante. Et j'ai beaucoup appris avec mon fils, qui est plutôt artiste. Ouais. Donc, très loin de la cartésienne que je suis. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à accepter, j'ai appris à lui faire confiance. De temps en temps, c'est encore un peu dur. Du coup, tu dirais que le fait d'avoir tes enfants et de les avoir élevés seuls, c'est quelque chose qui t'a ralenti dans ta carrière ou c'est quelque chose qui... Non, moi je crois que ça m'a boosté. Ok, en fait. Pourquoi? Parce que tu te dis, faut que j'avais pas le choix. Faut que je me démerde, démerde, j'ai envie qu'ils disaient d'avoir une belle vie avec eux, j'ai envie qu'on puisse voyager. Très vite, on a voyagé tous les trois. Ouais. Et donc, c'était, À ce moment-là, quand tu les as eus, tu gagnais déjà bien ta vie ou c'était un peu plus ric-rac? C'était beaucoup, beaucoup plus ric-rac. À ce moment-là, tu regardais je regardais, les prix. Et quand on s'est séparés, ça a été compliqué. Ouais. Et c'est marrant, ma carrière s'est boostée justement à ce moment-là, où je me suis dit, bon allez, tu oses, là, tu t'en fiches, ce qu'on se disait tout à l'heure, tu t'en fiches de ce qu'on pense de toi, t'y vas, quoi. Tu crois en toi, t'y vas, tu dois le faire pour eux. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Donc j'ai commencé vraiment ma carrière une fois que j'ai divorcé. Ok, ouais, c'est fou. Parce que c'est quelque chose qui est difficile de divorcer du père de tes enfants. Est-ce que tu aurais un conseil, que ce soit pour des femmes qui traversent une étape similaire ou même pour des jeunes femmes qui se séparent, quoi, un conseil pour gérer une rupture? Moi, je pense d'abord, il faut accepter que c'est dur, une rupture. C'est une forme de deuil, c'est dur. C'est sûr. Ensuite, il faut être bien entouré, il faut se faire entourer. Moi, j'ai été très bien entourée. Et puis, il faut revenir dans l'instant présent. Ouais, je pense que je suis d'accord. Parce que je pense que ton cerveau, c'est un peu ton pire ennemi avec ses pensées en permanence. Arrêtez de faire le petit vélo. Moi, j'appelais ça faire le petit vélo. C'est que tu restes dans l'instant présent. Tiens, ce cocktail, il est super bon. Tu t'occupes de choses et tu restes ancré dans le présent. Ouais, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que finalement, moi, je sais que j'ai remarqué que s'ancrer comme ça dans le moment présent, sur des petites activités, des petites tâches, même ce que tu fais, que ce soit ton travail, finalement, tu te libères énormément. En mode, tu as vraiment cette sensation d'être libéré de ton passé et de ton futur. Parce que finalement, les remords, toutes ces choses-là sont vraiment des choses que tu ressens parce que tu restes trop dans le passé et passé dans le présent. Et l'anxiété, la peur, le stress, toutes ces choses-là viennent parce que tu es trop dans le futur, tu penses au futur et pas assez dans le présent. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Non, vraiment, reste occupé. Restez occupé, appréciez d'aller voir une plante pousser, une fleur pousser, aller voir la nature, aller faire du jardinage. J'adore ça. Ouais, ça fait sens. Et puis aussi, parfois, les choses doivent arriver. Exactement, parce il faut l'accepter arriver. Et tu peux pas perdre tes rêves parce que tu veux rester accroché à quelque chose que quelqu'un ne peut pas te donner. Tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui? Oui. Ok. Tu te dis, est-ce que c'est la bonne personne? Pour l'instant, tu te dis ça trop bien. Pour l'instant, comment tu sais quand c'est la bonne personne? Je pense que tu le sais quand justement tu es en paix avec toi, en fait. Okay. Quand tu es avec lui, t'as pas besoin pas de mentir, mais d'être quelqu'un d'autre, t'es toi-même. Quand il n'y a pas de rapport de force aussi. Ok, pas de rapport de force. T'as pas peur. T'es chill et tranquille, t'as pas peur. Et tu es dans l'instant présent. Tu ne penses pas au futur, au passé, ou qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Ou est-ce qu'il va, je sais pas, ou est-ce qu'un jour il va partir, ou est-ce qu'il va mal me traiter, ou est-ce qu'il va partir juste. Entre guillemets, la seule chose dont tu peux avoir peur, c'est que cette personne meure. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la seule chose qui me fait peur. Wow. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a quelque chose une étape ou quelque chose que tu as vécu qui a particulièrement changé ta mentalité? Il y a eu plusieurs moments difficiles dans ma vie. Donc j'ai eu cette rupture. 2 ans après, j'ai perdu mon papa, très brutalement. Et 3 ans après, mon meilleur ami, que j'ai accompagné jusqu'au décès. Et en fait, avant, j'étais pas dans l'instant présent. Je pense que c'est ces 3 étapes qui m'ont fait cheminer, de me dire vraiment, voilà, tu restes dans l'instant présent. Et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien. Ok. Et tu penses que t'aurais fait comment ou t'aurais réagi comment si... Déjà, rester dans l'instant présent, comment est-ce que t'as trouvé ça? Comment est-ce que t'as rencontré ça? C'est
En mode par toi-même, tu t'es documenté, t'as cherché? Non, je me suis fait beaucoup aider. Ok. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Okay. Après mon divorce, après ces 2 décès qui ont été très très durs pour moi, bien sûr. Je me suis fait aider et je pense que c'est important. Donc j'ai appris, en me faisant aider, à voir comment mes mécanismes fonctionnaient, comment j'arrête de faire le petit vélo, etc. Ok, intéressant. Moi, je sais que le truc qui a le plus changé ma mentalité, c'est aussi, et tu verras, je pense que c'est pas mal lié à ce que tu dis, quand j'étais au lycée, c'est le moment où je commençais à vouloir faire du sport, à vouloir me développer physiquement. Et en fait, je prenais le bus entre midi et 14h, l'heure où on mange, pour aller à la salle. Et en fait, je préparais ma nourriture en amont, j'allais m'entraîner. Et ensuite, dans le bus, au retour, il y avait tous les gens qui me regardaient bizarre parce que je mangeais mes trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est le moment où j'ai commencé à lire pas mal, et un truc que j'ai lu qui était incroyable, c'est pour obtenir ce que tu veux dans la vie, le système être, faire, avoir. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et en fait, parce que la plupart du temps, on est tous plutôt dans le avoir, faire, être. Où c'est en mode, bon bah, quand j'aurai ça, quand j'aurai ma promotion, je pourrai faire ça et donc je pourrai me sentir bien. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est littéralement inverser la séquence et dire, ok, pour obtenir ce que je veux obtenir, je dois d'abord être cette personne, ensuite agir comme cette personne et finir par obtenir ça. Moi, je pense que c'est le truc qui a le plus changé ma mentalité. C'est très important et je pense que dans la carrière professionnelle, c'est majeur. C'est majeur de dire je veux d'abord être, j'agis pour avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dans l'autre sens, qui veulent une promotion. Ouais. Ah oui, mais pourquoi tu veux une promotion? Fais ton job et puis tu l'auras, elle viendra ta promotion. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour des femmes qui veulent oser leur carrière de rêve et qui auraient peur de le faire, soit parce que c'est un milieu d'hommes? Moi, je dirais rester vous-même, tester. Moi, j'aime beaucoup la notion de test and learn. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on doit faire ça, en fait. C'est de l'agilité. Et puis surtout, si vous êtes à un moment de votre vie dans un job que vous n'aimez pas, bah, prenez le risque d'aller en chercher un autre. Ok, de ne pas avoir peur de changer, en fait. Non, faut pas avoir peur de changer. Est-ce que parfois, tu penses que c'est possible même de se dire, ok, je quitte ce job, je vais essayer d'en chercher un autre, si ça marche pas, je reviens au premier? Ouais, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des collaborateurs qui partaient et qui revenaient. Et tu penses que, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient avoir peur de ça par rapport à leur ego en disant, ah non, je suis parti. Non, mais l'ego, il faut le mettre dans à le côté. Professionnel. Professionnellement, il faut le mettre à côté. C'est pas un problème d'ego. C'est comment j'avance, en fait. Donc non, je pense qu'il ne faut pas hésiter, partir, tester, et puis ça va pas. Si on peut revenir, il faut revenir surtout. Encore merci Alex. Maintenant on s'appelle Alex, Ed, puisqu'on passe du temps ensemble. Avec plaisir. Ouais, tu nous as beaucoup aidé, je pense que tu as inspiré vraiment beaucoup de personnes, donc c'était vraiment un plaisir de t'avoir. On a une petite dernière surprise pour toi, qui est ce petit trophée Inspirel qu'on remet à toutes les femmes inspirantes. Tu fais officiellement partie du club. Merci, c'est pour toi. Super, un grand merci. Merci à toi et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée.